Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Bonjour à tous les amis, il est l'heure, même en avance parce que c'est 16h15, vous l'aurez deviné aujourd'hui, on avance un petit peu le créneau, c'est la fête, voilà, c'est la fête les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, en meilleure forme que moi. Je suis fatigué, ouais, j'en ai plein le cul, on sait pas pourquoi, que du plaisir quand même les copains pour ce juste bistrot qui s'annonce musclé. Ah, musclé, il y a de belles choses. Aujourd'hui, vous en doutez, ça part dans tous les sens. Je veux dire, c'est n'importe quoi. MC Gérard Larcher était sur RTL ce matin. On va bien sûr en parler, ça part en cacahuète. L'énorme surprise, c'est ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Enfin, énorme surprise, comme d'hab, le complot devient réalité sur le fait que les Américains ont utilisé les Ukrainiens et ils les lâchent comme des merdes. Alors, je sais pas comment ça se dit en ukrainien, mais en tout cas en français, la bonne expression, c'est celle-là. On va en parler parce que même sur LCI, ils en ont parlé. Donc, c'est dire à quel point c'est vrai. Et on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Je voulais vous parler de Crépol et du wokisme. On a 2 articles qui sont sortis dans les journaux ces derniers jours. Je voulais revenir avec vous sur ça. Voilà, sur ça, les amis. Beaucoup de choses au menu. J'espère que vous, ça va. Voilà, c'est le plus important, que vous êtes en forme. Ça commence à sentir Noël. Chaque jour, un petit peu plus. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On aime l'esprit de Noël. Vive le vent, vive le vent. Vive le vent d'hiver. Voilà, ça c'est chouette. Merci à mon Karim, CHU de Pierre qui vient de sub 19e mois. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci également à Kraken Dragon, le subprime 13e mois. Ça, c'est aussi beau comme tout. Première question d'importance avant d'aller dans les thèmes, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Hervéro qui dit « T'en as combien des chemises bleues ?» Très bonne question. Je crois que le total doit se porter à 6 ou 7, si je dis pas de conneries. Ouais,
Non, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Kigali66 qui nous dit également dans le chat bonsoir Rémi, je suis supporter des Springboks, mais j'espère que tu m'acceptes quand même. Oui, bah moi personnellement, j'aime le rugby, donc tu vois, comme quoi, chacun supporte ce qu'il veut. Non, mais je te taquine, je déconne. Puis là, je fais pas trop le malin parce que nouveau pronostic sportif, donc naturellement, éteignez la télé. Je le sens pas du tout, le 6 Nations là. Je pense qu'on va se faire dérouiller. Je ne sais pas pourquoi, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Donc peut-être qu'à ce rythme-là, moi, dans 5 mois, je suis aussi un supporter des Springboks. On va voir. On va voir un petit peu comment ça va donner. Alors, les copains, aujourd'hui, plusieurs petites choses. On va attaquer quelques séquences pêle-mêle, tu vois, pour se mettre en bouche. Ça, c'est le plus important, pour se mettre dans le rythme de l'émission. Et on commence avec une séquence. Alors, je vous spoil un peu parce qu'on en reparlera dans la farce tranquille qui sort à 18h. C'est pour ça, aujourd'hui, vous avez double dose. Je finis un petit peu plus tôt. C'est l'anniversaire de Madame Milleux, aujourd'hui. Et t'imagines bien que je suis convoqué. Puis là, je joue mon célibat quand même. Donc si j'y vais pas, là, t'es foutu. Donc non, là, c'est pour ça. On attaque plus tôt, on finit plus tôt. Et demain, émission normale. Demain, émission normale, évidemment. Et vendredi, pareil. Vendredi, pareil, les copains. Bah oui, attends, faut pas déconner. On n'est pas des Allemands. Merde. Voilà. Et en parlant d'Allemands, Jordan Bardella, qui était sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin et qui s'est fait secouer comme Jaja. Alors, c'est le thème de la farce tranquille aujourd'hui. L'escroquerie de l'extrême droite qui, en une semaine, a été complètement démasquée. Et ça me plaît. Moi, ça me plaît, ça me fait rire. Je vous en dis pas plus. Pour le reste, là, vous allez deviner, je vous spoil un petit peu, mais vous êtes des zinzins, qu'est-ce que tu veux que je te lise. Merci à Véro Galou, qui vient de sub 14e mois. Et Jordan Bardella, qui s'est fait secouer chez Bourdin. C'est la première fois que je le vois perdre ses moyens. Enfin, perdre ses moyens, tranquille, hein, il n'a pas fait caca culotte non plus, mais regardez le langage corporel de Jordan Bardella, extrêmement intéressant. Comme quoi, voilà, les masques tombent et pourtant le Covid n'est plus là. Enfin, n'est plus là. Pas s'emballer non plus, hein. Ça on ne sait pas en vérité, hein. On ne sait pas, mais regardez ce qui s'est passé. J'ai lu vos propositions. Oui. Merde, attends, j'ai pas le son, moi, c'est dans mon casque, bougez pas. Regardez, en quelques clics, c'est réglé. Voilà, pif, paf. J'ai vu aussi le comportement des députés RN à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce que le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle? Mais pourquoi? C'est-à-dire? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dites-moi, je ne connais pas cet amendement. Vous ne connaissez pas cet amendement, pourtant il a été déposé par un député RN. Enfin, monsieur Bourdin, mais pour que les gens comprennent, on dépose des centaines d'amendements. Oui, donc, pardon de ne pas être venu avec la pile des centaines d'amendements. Pardon, je vous pose la question. Et je vous répondrai sans problème. Alors, pourquoi, je vous repose la question, pourquoi le RN a-t-il déposé un amendement qui permet à un employeur de ne pas être obligé de vérifier si le salarié étranger embauché est en règle? Nous n'avons pas déposé cet amendement. Ah, je peux vous dire que si. Nous n'avons pas déposé cet amendement. Vous n'avez pas déposé cet amendement? Nous n'avons pas déposé cet amendement. Jordan Bardella, vous vous engagez? Vous n'avez pas déposé cet amendement? Non, je ne vais pas... Pendant le projet de loi, pendant la discussion à la commission des lois. Quel député a déposé ce projet de loi? Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas Monsieur de Fournas. Peut-être. Me semble-t-il. Peut-être en lien avec les filières agricoles. Voilà. En lien avec les travailleurs agricoles. Et donc vous facilitez la venue de travailleurs étrangers irréguliers, clandestins. Ce que nous disons, c'est que le Code des étrangers aujourd'hui, de mémoire, l'article L421-4, permet déjà, sous le contrôle de l'employeur, d'embaucher des gens dans une filière en tension où on ne trouverait pas des Français qui répondraient à cette demande. Ça existe déjà. La seule différence avec cet article 3 et également avec l'article 4, c'est que on parle là de travailleurs qui seraient clandestins sur le sol français. Moi, je n'ai aucune difficulté à ce que si à un moment donné, dans un secteur économique, là, aujourd'hui, on ne trouve pas de gens, on fasse venir des... Je vous donne 2 exemples. Des étrangers clandestins? Non, pas clandestins. Les métiers en tension, on ne parle pas de clandestins. C'est là où ce texte manipule. Et c'est là où ce texte fausse le débat. Les soudeurs, quand on fait venir des soudeurs des États-Unis, parce qu'on a effondré nos filières nucléaires en France et qu'on a pu en France, les professions et les formations qui répondent à cette demande, on n'a pas d'autre choix pour faire tourner nos centrales nucléaires. C'est aussi vrai avec les médecins étrangers dans un contexte de crise, parce qu'avec le numerus clausus, on ne peut pas recourir à des travailleurs en France le temps de reformer des médecins. Et voilà, on en arrive à cette affaire-là. Alors, bien sûr, l'amendement existe, a bien été déposé par quelqu'un du RN. C'est pour ça que je vous montre cette séquence.
à la limite, on peut entendre le fait que Bardella ne puisse pas maîtriser tous les dossiers, faut pas déconner non plus. D'ailleurs, l'amendement, il est là, hein, c'est bien effectivement de Grégoire de Fournage, je crois, qu'il a proposé. La lutte contre le travail dissimulé d'étrangers en situation régulière est évidemment une bonne chose. La responsabilisation du donneur d'ordre est un des éléments. Néanmoins, certains donneurs d'ordre n'ont ni les moyens ni le temps de vérifier les déclarations fournies. C'est un amendement qui existe. Et tout ça démontre une chose qui est claire. On en a déjà parlé, je crois, dans la lignée de ce que peut exposer, par exemple, un Jean-Claude Michéa. C'est-à-dire que le grand paradoxe de l'extrême droite, c'est de ne considérer l'immigration que sous l'angle, on va dire, social, ouais, enfin, non, pas social, mais pas seulement social, je veux dire, mais de ne considérer l'immigration que sous l'angle de la délinquance et du terrorisme, en gros, pour caricaturer un petit peu. Mais Marine Le Pen et ses collègues, on les entend jamais parler de l'immigration, de l'impact de l'immigration sur l'économie. C'est-à-dire, que sera la France si il n'y a plus aucune immigration, s'il n'y a plus aucun travailleur sans papier. Le problème, c'est que dans extrême droite, on ne retient que extrême. Mais il y a aussi droite. Il y a aussi cette volonté d'être en accord avec le patronat, si on raisonne par grande case. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'extrême droite ne raisonne jamais sur l'économie, nous explique jamais quelles seront les conséquences de ces supposées volontés quand ils nous disent on va fermer les frontières, on va renvoyer les immigrés. Ok, mais s'ils le font, combien d'entreprises vont en subir les conséquences? Ces mêmes entreprises qui exploitent les travailleurs sans papier pour faire pression à la baisse sur les salaires. Et ça, l'extrême droite ne nous le dit jamais. Donc, on a une extrême droite qui est doublement malhonnête. C'est que, à travers l'Union européenne, et Éric Zemmour s'est fait attraper sur ça, je vous donne rendez-vous à 18h dans la farce tranquille, à travers l'Union européenne, on a, en tout cas, une extrême droite ou assimilée qui nous explique qu'il faut virer les migrants, il faut lutter contre machin, il faut lutter contre bidule, sauf qu'ils ne pourront jamais l'appliquer en l'état et en restant dans l'UE. Et de l'autre côté, on a en plus des partis d'extrême droite qui n'ont aucun intérêt au fond à appliquer ce qu'ils disent. Parce que si demain, vous virez tous les travailleurs sans papier, vous avez énormément d'entreprises qui vont subir les conséquences de par les largesses qui ont été acceptées ces dernières années. C'est là où l'extrême droite est doublement de mauvaise foi, doublement malhonnête. Et ça, ils ne vous le disent jamais. Et là, effectivement, cette séquence, elle est très importante et elle va rester dans les annales, surtout le sien d'ailleurs, c'est que Jordan Bardella est prise au piège. De ce piège qui existe depuis longtemps et qui a été rarement remis dans le museau de l'extrême droite. Vous le savez, hein, c'est une ligne, les amis, que je tiens et on a déjà dit ça. C'est-à-dire que quand vous avez des médias qui se jettent sur l'extrême droite en disant le racisme, le machin et tout, eux-mêmes font un jeu d'une extrême mauvaise foi parce qu'ils savent très bien que s'ils veulent vraiment décrédibiliser l'extrême droite, il faut parler de l'économie. Et expliquer mais comment vous virez tous les travailleurs sans papier alors que de l'autre côté, vous les autorisez, vous les encouragez dans les entreprises pour faire pression à la baisse sur les salaires parce que vous êtes d'extrême mais aussi de droite. Et ça, personne ne leur pose la question. Alors que on voit bien que c'est nul et non avenu. Et ce qui est intéressant, c'est que ce point-là, ce point politique, met aussi les partis d'extrême gauche et de gauche dans la panade. Parce que l'extrême gauche et la gauche veulent la régularisation des travailleurs sans papier par humanisme. De dire c'est normal que le côté citoyen du monde, que finalement nous avons la nationalité de là où nous résidons. Quand bien même nous sommes migrants, nous venons d'un autre pays. Enfin bref, l'humanisme de gauche qui vise à la régularisation. Sauf que là où la gauche et l'extrême gauche est d'une extrême mauvaise foi, c'est qu'ils contribuent eux aussi à faire le jeu des patrons. En encourageant la venue de migrants et leur régularisation, ils encouragent la pression à la baisse sur le salaire des ouvriers nationaux. C'est vieux depuis Marx et Engels. Ça a été une grande polémique d'Engels à la fin du 19e siècle, dans la situation où des ouvriers irlandais venaient en Angleterre, et Engels lui-même avait décrypté cette situation-là en disant que l'immigration irlandaise pesait sur les travailleurs anglais. Donc, Marx et Engels l'ont dénoncé eux-mêmes quand ils disent prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est cette notion de prolétariat international, mais qui n'est pas international au sens où le mineur, je dis n'importe quoi, le mineur polonais peut venir prendre la place du mineur français et vice-versa. C'est prolétaires de tous les pays, unissez-vous, dans le sens des intérêts des prolétaires, mais pas dans le sens où ils sont interchangeables, comme ces gens comme nos politiciens actuels tentent de nous le faire croire. Et c'est là où ce qui est très intéressant avec le projet de loi immigration de Darmanin, c'est qu'il éclaire au grand jour
un énième exemple de la mauvaise foi de nos partis politiques qui sont tous pris à revers sur cette histoire de régularisation des travailleurs sans papier. Alors, c'est un petit exposé politique, vous dites ce que vous en pensez les amis, mais comme quoi la notion de juste milieu peut aussi se retrouver ici dans l'idée où tous nos partis politiques qu'on retrouve dans les médias sont des gigantesques pompes à vélo parce que sur certains points politiques, ils sont complètement d'accord en fait. Enfin, en tout cas, ils servent les intérêts des mêmes, à savoir le grand patronat. Tu vois, quand je vous dis que parfois je suis un petit peu marxiste, eh ben, on est dans les clous. Hein. On est dans les clous. Ça, c'est la lecture de Michéa, la lecture de Kluskar, de gens comme ça. Ah, ça c'est la lutte finale. Je vais mettre la chemise rouge demain. Si ça continue, c'est chemise rouge. Je vous le dis tout de suite. On va être communiste, on va écouter du Renault maintenant. Donc non, c'est très intéressant ce qui se passe. Merci les copains, j'en profite pour Neonium 7 qui vient de sub 6e mois. Bobby's Back, le retour, 16e mois, merci beaucoup camarades. Et Vivou, sûr de soi, 10e mois, merci camarades. Ta. Voilà. Et Orloff, 1389, nous dit, il faut en parler avec Francis Cousin. Avec plaisir, le nom me dit absolument quelque chose. Bah, de toute façon, on va gentiment glisser dans la préparation de l'année prochaine, les amis, et on va s'organiser par rapport à ça. Hein, nouveaux invités sur la chaîne, nouveaux intervenants dans les revues. Hein, j'ai très envie d'avoir de nouvelles voix, de nouveaux intervenants, dans le banquet notamment. Et voilà, je vous mettrai à contribution si vous avez des idées. Ce serait vraiment chouette pour en faire comme ça une revue encore plus dense, avec encore plus de monde. Puis si ça doit faire 700 pages, ça fera 700 pages, parce qu'on est communiste. Voilà, je le dis. Donc voilà, c'est la famille, absolument, c'est la famille. On continue les copains. Autre séquence, je vous le disais tout à l'heure, avec la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, alors, je ne vais pas jouer à Nostradamus, parce que j'aurais dû vous le dire si j'étais si sûr que ça, et jusqu'à présent, je ne l'ai jamais dit de manière aussi certaine, mais il est vrai que les Américains, on le sait, ont cette fâcheuse tendance à lâcher comme des merdes les gens qu'ils ont soutenus longtemps, quitte à mettre le monde à feu et à sang. C'est ce qui s'est passé avec Russie-Ukraine, et on apprend que déjà la venue de Volodymyr Zelensky qui était prévue là dans les jours à venir a été annulée aux États-Unis, hein, et on apprend que les Américains sont gentiment en train de lâcher complètement les Ukrainiens. Même le maire de Kiev a fait une interview dans un média allemand, si je dis pas de conneries, et a défoncé Zelensky, l'a accusé de corruption, de choses comme ça. Donc on le sait, le pantin Zelensky est en train d'apparaître au grand jour après que on nous l'a, après que n'est pas suivi du subjonctif. Non, mais voilà, il y a peut-être des profs de français. Après qu'on nous l'a présenté comme le Churchill, et ben en fait, énorme pompe à vélo, ça pouvait être largement prévisible. Et ça, c'était sur LCI le 5 décembre 2023 avec Michel Goya. Et lorsque la guerre est apparue, on s'est aperçu que les Européens étaient tout nus. Voilà, et qu'il fallait pas les moyens. On avait été relativement lâches vis-à-vis de la Russie tout au long de la période. Moi, je reprends tous les documents stratégiques français. Qu'est-ce qu'on fait face à la Russie ? Dialogue constructif, dialogue critique, mais toujours dialogue. Bon, ok. Et on s'aperçoit qu'on est nul parce que sans les Américains, sans l'aide américaine, finalement, on fait pas grand-chose et on s'est un peu trop habitué quand même à cette aide américaine. On aurait pu, pour revenir à votre question, si on avait vraiment voulu faire des choses sérieuses, courageuses, on va le dire, on aurait pu envoyer des troupes avant la guerre en Ukraine, sur la demande du gouvernement ukrainien. En 1983, le gouvernement du Tchad nous appelle au secours, nous sommes menacés par la Libye, intervenez. Dans les jours qui viennent, dans les jours qui suivent, vous avez des troupes françaises au milieu du Tchad, des escadrilles, le porte-avions Foch, et on dit à la Libye, ok, maintenant, vous allez plus loin, c'est la guerre. Là, on n'a pas osé le faire, parce qu'on avait une trouille bleue de la Russie. On a toujours une trouille bleue de l'escalade avec la Russie, incontestablement. Et qui en a joué, bien sûr. Mais sur le moment, ça date bien avant. Dans les armées, en fait, le tournant pour nous, c'était les forces armées françaises. Hein, bon, c'est vrai qu'il y a un gros charabia, on comprend rien, on va peut-être s'éviter ça. Mais voilà, là, on est sur c'est tellement symbolique. Tu vois, on arrive à l'heure du bilan de 2023. Il y a une vidéo qui va arriver, bien sûr, à ce sujet-là. Dans Juste Mensuel, on va faire ça et tout. Mais c'est quand même dingue, c'est dingo de se dire que tout ça, nous l'attendions, même en rigolant, on disait ce qu'on nous annonce comme la Troisième Guerre mondiale va finir comme un énième lâchage des Américains, c'est en train de se passer sous nos yeux. Et puis en toute discrétion, ça fait environ 2 mois qu'on dit
que le conflit entre la Russie et l'Ukraine, plus personne n'en parle. C'est complètement passé à la trapinette. Et là, maintenant, vous avez ces mêmes éditorialistes qui, il y a un an, nous disaient il faut crever Poutine, faut mettre l'économie russe à genoux, c'est la guerre, la troisième guerre mondiale, vous vous rendez compte? Aujourd'hui, bubule. Bubule. Alors, quel est le bilan? On en reparlera plus longuement, mais quel est le bilan? Finalement, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans de conflit environ? Un petit peu moins. Les événements marquants, au-delà bien sûr des milliers de morts, hein, des centaines de milliers de morts des deux côtés, de gens qu'on a envoyés à l'abattoir pour qu'au bout du compte, ce qu'on nous annonçait comme une guerre mondiale est présenté par nos intervenants médiatiques aujourd'hui comme une sorte d'interville qui aurait mal tourné, si tu veux. Bon, ça, les milliers de morts civiles, bon, ça, on s'en fout, hein, parce qu'une bonne guerre, voilà, un sac de dollars, un sac d'organes sur un champ de bataille, on préfère le sac de dollars. Voilà, non, mais je le dis un peu plus crûment, mais parce qu'il faut quand même voir ce que c'est. Mais si tu regardes les événements marquants, je fais de la blague, mais bien sûr, bien évidemment que le plus important sont les vies civiles, vous connaissez la maison. Mais mettons-nous à la place, tu veux, de ces donneurs d'ordre qui tuent les gens pour des centaines de milliers de vies, effectivement, mais surtout pour des milliards de dollars. Les grands événements marquants de cette guerre, on a eu le gazoduc Nord Stream 2. Hein, l'explosion, bon, finalement, d'après la dernière enquête officielle Pif Gadget, ça aurait été un espadon. Non mais j'explique, arrêtez de rire parce que c'est la guerre, donc c'est sérieux. Un espadon qui partait en vacances, bon, qui s'est paumé de route, et puis il avait son gros nez comme ça, hein. Puis hop, en fait, il s'est planté dans le gazoduc. Après, il s'est retiré un peu trop fort. Et les experts, les espadologues estiment que c'est là, en fait. C'est à ce moment-là que ça a créé une dépression au niveau du nitronium, de la physique quantique. Donc, on peut pas comprendre. C'est ça qui a fait l'explosion. C'est l'espadon. Au départ, il était sur la route. Il devait aller à Tahiti, comme Anne Hidalgo, d'ailleurs. Et il s'est planté. Il s'est mis en pleine mer où tu avais le truc, c'est pas de bol, hein. Et la dernière version des experts, c'est ça. Source Le Monde, Téléfoot, Justin Bridou. Donc c'est extrêmement officiel. Mais plus sérieusement, on est toujours quand même sur la version du grand journaliste d'investigation Seymour Hersh qui avait expliqué que, semble-t-il, les services secrets américains, alors une fois n'est pas coutume, hein, si voilà, pour ceux qui ont des doutes sur la capacité des services secrets américains à faire des dingueries depuis 50 ans, vous avez des livres à la librairie, tu sais, c'est des trucs comme ça, tu peux caler des portes, tu peux caler des couilles, tu peux tout caler avec ça, mais tu peux aussi les lire. C'est très intéressant. Et ça, c'est un livre qui se base sur toutes les archives déclassifiées de la CIA pour expliquer ce qu'ils ont fait par le passé. Alors peut-être c'est du complotisme, moi après je sais pas, il y a pas c'est pas écrit, hein. Voilà. Je sais pas, peut-être c'est de la merde, mais en tout cas ça s'achète dans des librairies absolument pas complotistes, la Fnac, tu vois. Et ça t'explique que les services secrets américains, parfois ils ont été méchants. Il y a pu y avoir des actes de méchanceté. Et aujourd'hui, non. Aujourd'hui, quand Seymour Hersh dit ça, le mec, est-ce qu'il va mettre sa crédibilité en jeu alors c'est l'un des plus grands journalistes d'investigation du XXe et du XXIe siècle? Est-ce que le mec va mettre sa crédibilité en jeu? On n'est pas certain. Mais c'est du complotisme. On a dit c'est complotisme, c'est pas vrai. Donc, c'est supposé que les Américains aient fait péter le gazoduc pour couper la relation gaz entre Russie et Allemagne, ce qui était tout l'objet de ce projet. Tout ça pour récupérer le marché européen et forcer les pays européens aussi, parce qu'ils doivent respecter leurs sanctions mises à l'encontre des Russes. Donc en gros, forcer les Européens à s'approvisionner chez les Américains. Donc pour que l'oncle Sam récupère le marché du gaz européen. Est-ce que c'était ça la volonté? Moi, je sais pas. Là, ce serait complètement absurde, saugrenu, ridicule, complotiste. Donc voilà. Mais toujours est-il que vous avez, dans ce qui s'est passé depuis 2 ans dans cette guerre, vous avez ça, vous avez le marché de l'armement, et notamment les principales entreprises du marché de l'armement sont les entreprises américaines qui voient leur chiffre d'affaires qui augmente bien, parce que quand tu fais une guerre, hein, tu vends pas des poêles à frire, donc voilà. Si tu veux, pour l'oncle Sam, moi je dis, on est pas mal, hein. On est pas mal quand même d'une situation où ça s'est plutôt bien passé. Alors, il y a eu des morts, et en plus, c'est même pas leur mort. C'est quand même beau jeu, parce que, bon... Il y a eu des guerres où ils allaient faire crever leurs propres soldats. Là, en plus, c'est quand même stylé parce que tu donnes des armes à quelqu'un, ce quelqu'un t'achète tes armes, que tu lui mets dans la main, hein. Il va mourir pour toi. Mais alors, c'est pas un de tes gars.
C'est quand même stylé. C'est quand même extrêmement stylé. Donc non, je crois qu'il faut, il faut regarder ce qu'il en est, plus sérieusement, si on évite les blagues. Regarder qui sort grand gagnant de cette guerre. Je suis pas certain que ce soit l'Ukraine, hein, je pense que ça on est d'accord. Je suis pas certain que ce soit les Russes. Et encore, il y a une vraie réflexion d'ailleurs. Ce sera dans le banquet le banquet de décembre que nous sommes en train de préparer. L'ami François Xavier de la chaîne Droma Économie qu'on embrasse nous fait un article sur ça et explique pourquoi finalement la Russie est peut-être plus gagnante dans ce conflit que ce qu'on pourrait croire. C'est extrêmement intéressant. Et donc voilà le résultat. Et aujourd'hui, nos éditorialistes, et qui reviendront, hein, parce que c'est-à-dire que la honte ne les étouffe pas, il y aura encore une nouvelle guerre bientôt, ils viendront nous expliquer encore ça. Et vous notez aussi que dès à présent, sur le conflit Palestine-Israël, nos éditorialistes de plateau sont déjà en train de changer le fusil d'épaule. Donc c'est assez sidérant. Pour rester dans la thématique des enculeries médiatiques, vous me pardonnerez le terme, mais là on est vraiment là-dedans. On continue sans transition, mais avec transition. C'est Alain Minc. Donc l'équivalent de Jacques Attali, l'équivalent de dans le Seigneur des Anneaux, je ne sais plus comment il s'appelle. Je fais appel aux spécialistes du Seigneur des Anneaux. Dans les 2 tours, quand ils vont voir le roi du Rohan, et tu sais qu'il est tout vieux là, il est tout dégueulasse, et on a le couze là qui ressemble à un serpent qui lui parle à l'oreille comme ça. Je me demande s'il s'appelle pas langue de serpent d'ailleurs, ou langue de vipère. Comment il s'appelle celui-là? Tu sais qui parle au roi du Gondor et le Rohan répondra, au roi du Rohan, et Théoden du Rohan, voilà, c'est ça. Voilà, Grima, langue de serpent. Merci. Très bonne vanne de Game Over Reset qui dit c'est Manuel Valls, excellente vanne. Et merci à Anarchy08 qui a qui a gagné la course. Il y a quelqu'un qui a dit Gollum. Alors merci les gars, vous étiez à côté de la plaque. C'est Anarchy08 et Mister Seriza 76 qui ont dégainé en brevet. Très bien joué. Snimnard également qui nous dit BHL. Très bonne vanne. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, Alain Minc, Jacques Attali, pour moi, je les vois un petit peu comme ça, si tu veux. Tu sais, une démocratie morte, c'est-à-dire fripée, dégueulasse, et t'as des gars comme ça qui susurrent. La guerre. Ouais. Alors, c'est de la SMR Alain Minc. Il n'y a que sur Juste Milieu que vous allez voir ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Je préfère être très clair. Merci à Jean Sab qui vient de sub 3e mois et qui dit bonjour Rémi et la Terre de Juste Milieu. J'aimerais avoir quelques conseils de lecture intéressantes si c'est possible. Intéressant, on va faire ce qu'on peut. Actuellement, je lis Psychologie des foules de Gustave Le Bon, ça c'est excellent. On va se faire ça à l'approche de Noël, les copains, on va se faire des émissions un peu plus tranquilles et on parlera bouquin. Je vous ferai une émission, on va faire un grand instant bouquin. On va parler bouquin, on va se faire plaisir. Rendez-vous semaine pro ou semaine d'après. On se tient au courant avant les vacances, on va faire ça, promis, juré. Donc Alain Minc qui nous a dit sur France Culture, je vous le résume même pas, tiens. Enjoy, comme ils disent. Non, ce qui s'est passé en Italie, je veux dire, Madame Mélanie est rentrée dans le rang. Alors elle fait des mesures symboliques en matière sociétale ou en matière morale que j'aime pas tellement, mais pour le reste, elle n'a en rien bougé le positionnement de l'Italie. Et je crois, de ce point de vue, que la vraie question qu'il faudrait poser à Madame Le Pen, puisqu'elle veut accéder au pouvoir, c'est acceptez-vous, comme Madame Mélanie, de dire l'Alliance Atlantique est fondamentale, la construction européenne est fondamentale et la politique budgétaire doit demeurer raisonnable. Autant de choses qu'elle ne dit pas. C'est ce que je veux dire. Et je pense qu'il y a une très grande différence entre Madame Mélanie et Madame Le Pen. Madame Mélanie, à sa manière, est entrée dans le cercle de la raison parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas en sortir. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, tu vois, je me fais chier à faire des vidéos, à chercher, à m'énerver. Oui, mais non, mais voyez-vous. Mais voilà, t'écoutes Alain Minc qui te le dit, en fait. Si t'es pro-OTAN, enfin, si t'es pas pro-OTAN, si t'es pas pro-UE, et si t'es pas pour qu'on sabre toujours un peu plus les dépenses publiques, t'es pas dans la raison. En fait, t'es un fou furieux. Mais oui, la raison, c'est être dans l'OTAN. La raison, c'est envoyer ton pays à la guerre quand tu n'y as aucun intérêt. Tu vois, alors la France qui va filer des armes à l'Ukraine contre la Russie, alors qu'on ne va pas récupérer un sesterce dans cette affaire. Tu vois. Ça, c'est la raison. La raison, c'est l'Union européenne, qui se construit en allant contre l'intérêt des peuples, contre le choix des peuples, dans ce fameux référendum de 2005. Tu vois. Ça, c'est la raison. Voilà. La raison, c'est toujours moins de services publics. Comme ça, les gens, ils ont des cancers, ils crèvent tout seuls. Mais ce sont des morts bio, en fait.
C'est-à-dire que on leur a pas injecté des trucs pour essayer de les sauver. Et tout. Ils n'ont pas l'argent. Donc ils meurent naturellement. Et bientôt, on aura des sacs biodégradables où tu mettras papy, tu mettras mamie, tu mettras ton voisin pour la planète. Parce que ça fait de l'engrais. Ça, c'est la raison. La raison wants you. Voilà, tu vois, tu peux faire le poster. Ça, et Alain Minc qui te le dit. Ceux qui sont contre ça sont des fous furieux. Ceux qui se disent faut défendre la souveraineté de ma nation et de ceux qui sont avec moi, donc dans mon pays. Ceux qui te disent bon, l'OTAN, c'est sympa comme tout, mais ça n'a créé que des guerres et de la déstabilisation dans le monde. Ça, c'est pas la raison. Ça, c'est des fous. C'est des fadas, comme on dit à Marseille. Eh ben oui. Donc, tu vois, et Hardiska, c'est vrai, c'est tout à fait juste, je suis complètement d'accord. Hardiska résume bien, elle dit bon, en résumé, Alain Minc trouverait la mère Le Pen tout à fait bitable, à condition qu'elle souscrive à l'idéologie néolibérale, ce qui, soyons honnêtes, est probablement ce qui adviendrait si. 3 petits points. Mais oui, mais absolument. Mais c'est ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé avec Mélanie, c'est-à-dire que les mecs sont tellement à l'aise, si tu veux, pour symboliser un peu l'affaire, mais je crois vraiment que c'est ça, en plus, très honnêtement. Ces gens-là, si on caricature ces gens-là, comme dirait l'autre, ces gens-là sont tellement en position de domination, tellement en position de puissance, que c'est comme si vous faisiez un Monopoly avec quelqu'un qui vous donne plus d'argent pour commencer la partie, tu vois, et qui vous donne les règles du jeu, et qui vous dit comment lui, il va jouer. Et ben tu vas quand même perdre. Et en plus, il t'aura pris pour un con. Et ben là, c'est exactement pareil. Genre, Alain Minc, il arrive et il te dit, mais en fait, si Marine Le Pen se soumet à ce qu'on a décidé, mais il n'y aura pas de problème. On va pas déclencher notre armada médiatique de journalistes soumis et lèche-bottes, pour ne pas dire autre chose, qui viendront faire croire au retour du nazisme, de je sais pas quoi, de bidon. Si Marine Le Pen, elle fait ce qu'on veut, pas de problème. Elle passera. On n'aura même pas besoin de faire aboyer les chiens, si tu veux. Et c'est ça qui est fort. Tu vois, avant, ils se cachaient. Tu vois? Maintenant, non. C'est pour ça. On se prend souvent le bec, les amis du Sud, dans le chat et tout, et c'est cool, ça met de la vie dans notre juste bistrot. Mais on se prend la tête de ouais, mais tu comprends, Le Pen, mais Mélenchon, mais en fait, oui, mais en fait, non. Mais c'est pareil. On parlera demain de l'affaire Gérard Larcher, parce qu'il avait pas pris son petit-déj, il s'est énervé. Hein, le président du Sénat qui dit ferme ta gueule, un responsable politique. Sans commentaire. Mais tu vois, ce qu'on nous fait croire aujourd'hui sur Mélenchon, en mode c'est l'ennemi du peuple, vous comprenez, il est sorti de l'arc républicain. Mais en fait, si Mélenchon, il fait absolument ce qu'on lui dit, mais le mec, il sera dans l'arc républicain. Ces gens-là qui excluent des responsables politiques dont on attend le degré ultime de soumission. Parce qu'on parle de gens qui sont déjà très soumis. C'est-à-dire que vous leur avez attaché les mains, ils ont mis la combi en cuir, mais ils n'ont pas encore la boule dans la bouche. Et notre système veut qu'ils aient la boule dans la bouche. Et aujourd'hui, Marine Le Pen, elle commence à attacher le truc, le serre-tête, si tu veux. Mélenchon, non. Mélenchon et ses potes, non. Donc, il faut lui mettre la boule dans la bouche. Donc là, ils te font croire que c'est le méchant. Bientôt, ils te diront que Mélenchon est nazi. Ça, je vous parie l'apéro que ça va arriver. Mais demain, Mélenchon se plie à ça. Mélenchon et ses potes, enfin, ce qu'il en reste de chez LFI, le noyau dur, commence à se plier à ça. Mais ils vont gagner. Et vous verrez, en un mois, les médias vont adoucir le truc en disant « Et si c'était lui ?» Avec sa une, tu sais, la une du Point, tu sais, à un an des élections. C'est toujours pareil. Donc, je crois que on se trompe nous-mêmes en mettant de l'espoir par rapport à ça. Je veux dire, Alain Minc vous le dit, les copains. Donc cette séquence, presque, je vais la mettre, c'est comme un... merde, comment ça s'appelle quand tu mets un jingle? Je vais la mettre comme un jingle sur mon truc, là. Stream Deck, je sais pas quoi, là, Game Boy, où j'appuie sur des trucs. Je vais mettre cet extrait-là. Dès qu'on va s'engueuler dans le chat en disant « Oui, mais Mélenchon, c'est mieux que Bidule », je vais mettre l'extrait. Tu sais, pour que tout le monde se rappelle qu'en fait, les dés sont pipés. Et que ce sont ces gens-là qui décident de si un tel ou un tel va être le méchant ou le gentil de l'histoire. Mais au fond, on ne doit pas s'en prendre à eux. On ne doit pas se bagarrer sur Le Pen ou Mélenchon. On doit se bagarrer contre ceux qui pipent les dés. C'est un mauvais jeu de mots. Et qui pipent tout court, d'ailleurs. Mais voilà, c'est très important. Et là, ce plaisir de voir Alain Minc qui nous le dit avec une franchise, tu veux, mais à déchausser les chicots, moi, je trouve que ça fait plaisir. Et tu vois, en parlant de franchise à déchausser les chicots, il nous reste environ 1 heure, donc c'est cool, on est dans les temps. On a eu à la téloche sur i24 News. Donc là, tu vois, il n'y a aucune transition. Ça va très, très vite.
dans l'émission. Faut suivre. Prenez un café parce que ça va aller très vite. Conflit israélo-palestinien. Massacre. Aujourd'hui, massacre de population. On a bien compris. C'était un massacre le 7 octobre. C'est encore un massacre aujourd'hui. On a bien compris que. Tu vois, on te parle presque même plus des gens du Hamas. Tu vois. Il y avait l'hôpital d'Al-Shifa. On avait dit non, mais on y va, on dégomme tout et il y a les tunnels en dessous. On n'a plus de nouvelles des tunnels. On ne sait pas ce qu'il en est. Maintenant, ils dégomment le sud de la bande de Gaza. Apparemment, c'est toujours pour le Hamas. Donc, bon, une fois de plus, la narration médiatique est là. Et vous avez sur E24 News une présentatrice TV qui s'en est pris au comité, enfin la présidente du comité international de la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge. C'est pas la France Insoumise, tu vois. Mais elle a réussi à faire un lien entre Croix-Rouge et France Insoumise. Je te montre. C'était à la téloche. Spoliaric, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous avez déjà entendu son nom? Bah non, forcément, et en Israël, on la connaît pas des masses. Elle est la présidente du comité international de la Croix-Rouge. Alors vous pensez bien, elle a pris des cours chez Jean-Luc Mélenchon, manifestement, en dénonçant, je cite, les souffrances intolérables de la population de Gaza. Alors n'ayez d'inquiétude, Israéliens et Israéliennes, vous qui avez été par milliers tués, éventrés, violés, déportés, massacrés, brûlés au pot d'échappement, traumatisés, j'en passe, n'ayez pas d'inquiétude. Elle projette de venir en Israël dans les semaines à venir. Nous voilà rassurés. Parce qu'Israël, vous savez, Madame Mariana Spoliaric n'a pu compter que sur lui-même et les Juifs du monde entier depuis le début de cette guerre. Je n'oublie pas l'oncle Joe qui a donné de lui et de son pays. Oui, mais voilà, d'autres organisations humanitaires nous ont oubliés. Alors on a hâte de vous recevoir pour que l'État juif vous dise haut et fort qu'on n'a pas besoin de la fausse coopération de la Croix-Rouge et que le cirque de la libération des otages est la seule scène sur laquelle manifestement la Croix-Rouge excelle. Venez, vous serez reçus. Bien, on ne sait pas, et heureusement que ça ne dépend pas de moi, on demandera aux familles des otages de s'en occuper. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Là, franchement, disons qu'on a interdit RT News en France pour moins que ça. Hein. Parce que là, tu as quand même une menace assez claire à l'encontre de la présidente de la Croix-Rouge. C'est vrai que je reprends une vanne qui est très bonne hein, dans le chat de Anarchy08 et en grande forme aujourd'hui, qui dit « Mais Rémi, dans Croix-Rouge, il y a rouge ». C'est absolument ça. Apparemment, la Croix-Rouge, maintenant, est une antenne de la France Insoumise. Ouais. Merci à John Sab qui vient d'offrir un sub à Chicolio. C'est très sympa, ça. À la téloche, tu vois. À la téloche. Et c'est le groupe Dry, hein, qui est BFM TV, tu vois. Bon, qui est à vendre, mais il a des activités en France, ce monsieur. Personne va geler les avoirs. Tu vois, ce serait ridicule. Ce serait inentendable, tu vois. Inaudible, même, on a envie de dire. Et ben ça va. Ça, t'as le droit. Comme ça. Dire, venez en Israël, on va vous recevoir et tout. Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je peux mettre de l'huile sur le feu. Chacun prend ce qu'il veut. Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord, pas de problème. Hein. Mais, tu vois, t'imagines une TV russe qui dit, je sais pas, président de, je sais pas, un président d'une asso française qui est un peu pignon sur rue, tu vois, Reporters sans frontières, admettons. Ouais, venez en Russie, vous allez être accueillis. Là, je peux te dire qu'on envoie Gérard Larcher en première ligne. Hein. Ça fait une première ligne, puis après, tu as les autres derrière. Mais c'est vrai que... Non, c'est... J'étais étonné de voir cette séquence. J'ai pas compris. J'ai pas compris comment c'était possible. Mais aujourd'hui, on comprend plus beaucoup. De toute façon, on comprend plus beaucoup. Alors, on va attaquer dans les grands thèmes hein, que je voulais traiter avec vous, les amis. 2 grands thèmes aujourd'hui pour être dans le tempo. Voilà, c'est plus important. Je voulais vous dire beaucoup de choses. Parce que de toute façon on va pas épiloguer hein, sur ce qu'on vient de voir, cette séquence qui est complètement dingue, complètement hallucinante, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut faire avec. Alors on a assisté à quelque chose qui m'a rendu grognon, tiens d'ailleurs ça fait longtemps, on va se le mettre. Voilà, alors vous en avez sûrement entendu parler, je ne vais pas tout redire hein, sur ce qui a été dit. On revient sur le drame de Crépol, que personnellement je parle d'attentat, vous savez pourquoi, on en a déjà parlé. Et le Parisien a eu la bonne idée de publier de nouvelles révélations. Hein. Il nous dit nos révélations exclusives, hein, regardez, c'est écrit là. Il nous parle du scénario d'un engrenage mortel. Alors, vous avez entendu beaucoup de choses, j'imagine, parce que
Tout a déjà été dit sur Twitter, sur les chaînes d'infos, sur tout ce qu'on veut. Et on apprend, hein, voilà, on apprend maintenant aujourd'hui que finalement, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, on a expliqué que sur le témoignage, hein, de certaines personnes, 9 personnes qui auraient entendu on va se faire des gouers, on va tuer des gouers, qui désignent des blancs, beaucoup de médias nous avaient dit non, c'est pas possible, c'est sur la base de témoignages. Et là, Le Parisien, donc je lis, hein, sur la base de, je cite, c'est ce qui ressort de l'enquête des gendarmes de la section de recherche de Grenoble, dont notre journal a pris connaissance en exclusivité. Si les investigations ne font que débuter, quelques certitudes se dégagent. Rien n'accrédite la thèse d'un raid prémédité sur le bal de Crépol, Drôme, ce soir fatal du 18 novembre, et le tueur de Thomas n'est toujours pas identifié. Alors, ils te le disent. Ils te le disent. C'est-à-dire que l'enquête ne fait que commencer. Et ils ont eu accès à cette enquête qui ne fait que commencer. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas grand-chose. Parce qu'elle ne fait que commencer. Mais ils ont eu accès à ce commencement. Et donc, ils peuvent d'ores et déjà te dire que rien n'accrédite la thèse. Alors, est-ce que c'est rien à la lumière de pas grand-chose ou rien à la lumière parce qu'ils savent déjà la fin de l'enquête? Ça, après, moi, je sais pas. Je vous lis le journal, faites ce que vous voulez. Mais je voulais avoir un petit instant grognon. Je veux pas décrypter l'article du Parisien. Vous en avez peut-être entendu parler. On nous explique en substance, parce que je suis quand même obligé de vous dire ce qu'il y a dedans, en substance que rien n'accrédite la thèse donc d'un raid, et qui plus est un raid motivé par du racisme anti-blanc. Ça, c'est pas du tout le cas. Par contre, il apparaîtrait qu'un copain de Thomas aurait provoqué ceux qui se sont révélés être ensuite les agresseurs au moment d'une chanson de Joule, Chiquita. Ils se seraient moqués des cheveux longs. Et là, ils auraient sorti des couteaux de 20 cm. Parce que, voilà, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Donc, on ne sait pas. Finalement, il y a des propos stylo blanc. Peut-être qu'il y en a qui ont été entendus, mais finalement, non. Mais il y a peut-être quand même un motif raciste parce qu'il y a une provocation. Enfin bref. On a, si vous voulez, que pour l'instant des bribes d'éléments supplémentaires dont la presse se régale, en expliquant d'ailleurs très clairement que ça n'est que le début et qu'ils n'ont pas grand-chose. Donc, ce que je voulais vous dire, et c'est pour ça que je voulais faire un instant grognon aujourd'hui, on ne va pas parler que de cet article du Parisien, parce que moi, quand vous m'expliquez que vous avez accès déjà à une enquête, ce qui est parfaitement illégal, mais à la limite, bon, ça limite, pourquoi pas. Vous avez accès à une enquête qui ne fait que démarrer et que vous en tirez des conclusions. Pour moi, vous êtes un guignol. Je vous le dis tout de suite. Et je ne parle même pas, si vous voulez, de l'aspect racisme anti-blanc, racisme. Je ne parle même pas de ça. C'est-à-dire qu'il est guignolesque et intellectuellement malhonnête de se baser sur ce genre de choses. Et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Après, parce qu'il faut en parler, on a bien sûr le vernis politique et médiatique qui arrive dans tout ça, mais on en a déjà parlé en fait de ça. Donc vous savez déjà ce que je pense. Une fois de plus, la question n'est pas « Ah ouais, mais nous les pro-Mélenchon, c'est ça. Ouais, mais nous les pro-Le Pen, c'est ça. » Enfin, je veux dire, a-t-on sincèrement envie, si vous voulez, de se mettre à ce niveau de réflexion qui est celui de nos représentants politiques, dans la mesure où, aujourd'hui, vous avez le président du Sénat qui dit « Ferme ta gueule » à quelqu'un qui allait, qui a failli aller 2 fois au second tour d'une élection présidentielle, à un représentant politique qui est là depuis des décennies. Je ne prends pas la défense de Mélenchon, ça ce serait quand même cocasse de me le reprocher. Je dirais pareil si Larcher avait dit ferme ta gueule à Roussel ou à Le Pen ou à Faure ou à Tondelier, qu'on soit bien d'accord. Vous avez le président du Sénat qui dit ferme ta gueule à un représentant politique, point. Est-ce qu'on a vraiment envie de se dire qu'il faut se mettre au niveau de nos représentants politiques pour juger ce qui se passe? Vous connaissez ma ligne par rapport à ça. C'est-à-dire que nous sommes dans des situations larvées de guerre civile et ce que fait le Parisien n'est pas un travail journalistique dans la mesure où ils ne viennent pas défendre des faits. Ils disent eux-mêmes qu'ils n'en ont pas. Donc je veux dire, on ne peut rien attendre de ça. C'est de la merdasse, si vous voulez. On ne peut rien attendre de ça. Et pour autant, ça crée un débat. Les gens vont s'embrouiller. Ouais, mais attends, il s'est moqué des cheveux longs. Ah ouais, mais est-ce que ça mérite des coups de couteau de 20 cm? Ah ouais, mais depuis quand on va au bal avec un... Mais pendant ce temps, c'est ce que je vous disais déjà la semaine dernière, personne ne considère que ce qui s'est passé à Crépol va se reproduire. Parce que l'article du Parisien ne changera rien. Ne changera absolument rien.
Et que ce soit d'un côté comme de l'autre, que ce soit contre on va dire, la délinquance avérée, celle qui commet ce genre d'acte, que de la délinquance à venir, celle qui va vouloir répondre à ce genre d'acte. L'article du Parisien ne change rien. Les débats sur les couteaux longs, les cheveux longs, est-ce que c'est racisme anti-blanc, est-ce que c'est pas racisme anti-blanc. En attendant, vous avez un jeune de 16 ans qui a été crevé, et il y en aura d'autres. Et à chaque fois, il y aura des polémiques avec le Parisien, qui en plus reconnaît qu'il vous prend pour des abrutis. Parce qu'il vous le dit, on n'a pas de preuves, on n'a rien, mais on vous le dit quand même. Et donc, on crée des débats à partir de rien. Et les gens s'embrouillent. Parce que naturellement, très peu de gens ont lu l'article du Parisien pour comprendre à quel point on les prenait pour des truffes. Donc nos médias nous prennent pour des truffes, nos politiques nous prennent pour des truffes, parce que eux, si tu veux, servent leur agenda. Ils n'en ont rien à branler. Si ça les intéressait tant que ça, l'extrême droite, par exemple, ils iraient faire la sécurité eux-mêmes des balles, plutôt que de venir chialer sur le plateau de CNews. Si vraiment ils avaient la France chevillée au corps et la sécurité des Français chevillée au corps, ils prendraient des vidéos où ils iraient sécuriser des événements, où ils iraient en banlieue eux-mêmes, tu vois. Je te parle pas de faire une ratonnade, comme les médias nous ont dit, mais juste de montrer, tu vois, d'incarner ce qu'ils disent. Or, ils incarnent Bubule. À l'extrême gauche, c'est pareil. S'ils étaient si proches de cette France des banlieues qu'ils prétendent défendre, ils iraient y vivre. Tout bonnement, tu vois. Or, personne ne vit ce qu'il prétend incarner parmi nos responsables politiques. Donc, ce qu'il en reste, c'est que les citoyens se lattent la gueule entre eux, vont commencer à se buter entre eux. On est pris pour des truffes par les médias et par les politiques, et en plus, on l'accepte. C'est là où je voulais vous faire un instant grognon, les amis. C'est que, je vous en supplie dans le chat, épargnons-nous, hein, et épargnez-moi, pensez à mon petit cœur, épargnez-moi les... Ouais, mais avec Mélenchon, c'est mieux. Ouais, mais avec Le Pen, c'est mieux. Vous avez bien compris que le débat n'est pas là. Vous votez pour qui vous voulez. De toute façon, ils vous prennent pour des truffes. Donc après, si vous consentez à être pris pour des abrutis et à défendre ces gens-là dans un prétendu combat politique qui n'a plus aucune valeur, vous le voyez bien aujourd'hui. C'est ce que je vous explique. Si l'extrême gauche voulait défendre la France des banlieues, ils iraient y vivre. Et si l'extrême droite voulait défendre les Français, ils iraient vivre avec eux. Ils iraient les défendre pour de vrai, sur le terrain. Ils iraient prendre les coups de poing à leur place, pour ne parler que de poing. Donc, soyons sérieux, si vous voulez. Soyons sérieux. Ayons un vrai raisonnement entre nous par rapport à ça, avec chacun nos accointances idéologiques et compagnie. Mais en acceptant que ces gens-là nous prennent pour des truffes. Et au contraire, tu vois, je ne vous invite pas à quitter le jeu politique et à ne pas aller voter. Je vous ai jamais dit ça, et au contraire, bien au contraire. Mais juste à voir ce que vous voyez aujourd'hui, à regarder la réalité telle qu'elle est. Et c'est là où le vote va devenir intéressant, parce que un candidat, pour secouer le système, va arriver. C'est sûr et certain. Et il peut se passer quelque chose comme ça. Donc ne surtout pas quitter le jeu politique, mais le voir pour ce que c'est. Et soutenir et s'engager, même si c'est dans votre mairie, si vous voulez devenir conseiller municipal, l'engagement est là. Vous ne changerez pas les choses en défendant Mélenchon ou en défendant Le Pen alors qu'ils vous prennent pour des abrutis. On peut changer les choses si on s'engage. Avec juste milieu, à ma petite échelle, j'essaie d'armer les esprits en vous expliquant ce genre de choses, en passant toutes mes journées à vous expliquer ce genre de choses. Non pas que j'ai raison, mais je vous partage un point de vue qui n'est pas celui que vous aurez BFM TV. C'est pas la vérité absolue. Hein. Surtout, ne me croyez pas sur parole, je vous l'ai déjà dit. Cherchez. Allez au-delà de ce que je vous dis. Prouvez-moi que j'ai tort. Discutons. Mais discutons à partir du réel, à partir d'une base saine qui est d'accepter que de Mélenchon à Le Pen, on nous prend pour des abrutis. Et à partir de là, on arrive à des réflexions qui me semblent saines. Et on peut tous garder nos idées. On peut être de gauche, on peut être de droite, on peut être de centre, on peut avoir nos tendances, nos idées. On ne sera jamais d'accord les uns avec les autres. Mais c'est pas le but. C'est juste de repartir d'une base saine et d'être acteur de ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas acteur quand on va voter, hein. On est acteur d'un bout de papier sur 67 millions théoriquement, enfin 50 millions pour ceux en âge de voter. Donc on n'est pas acteur. Arrêtons de croire que celui qui vote, c'est le devoir du citoyen. C'est un devoir au sens où tu dois le faire, mais ne pensez pas que le vote change tout. Au contraire, il faut le faire par cet acquis presque de décence commune. Vous savez que c'est le truc que j'aime bien, mais ça va pas plus loin. On est acteur de la démocratie quand on s'y engage. Vous allez être bénévole dans votre bibliothèque municipale, vous allez faire les crêpes dans le club de foot du village. Là, il se passe quelque chose. Et là, vous rencontrez les gens, et là, vous créez des liens, et là, on construit quelque chose. Mais aujourd'hui, on est en train de voir que tout ça est en train de se péter la gueule, mais dans un gigantesque théâtre. Et c'est pour ça que je voulais revenir avec vous, les copains, sur cette histoire de Crépol, parce que cette énième manipulation politique et médiatique vraiment me sidère. On a bien sûr une pensée plus qu'émue pour la famille et l'entourage du jeune Thomas.
pour tous les gens qui subissent ce genre d'actes, mais sans considération de couleur de peau, de où ces gens-là vivent, de pour qui ils votent. J'en ai rien à cirer, en fait. C'est juste qu'en attendant, ceux qui prennent des coups de couteau et des lattes dans la gueule, c'est toujours les mêmes. Et vous verrez que, et d'ailleurs vous l'avez vu, pour finir sur ce coup de gueule, sur cet instant grognon, restons polis, vous noterez que on va prendre 2 exemples pour finir sur ce que je vous dis et pour bien comprendre la supercherie. Crépol, vous voyez les réactions. Et on pourrait parler de l'affaire Lola, on pourrait parler de cet homme de 27 ans qui a pris un coup de cutter dans la gorge, il y a moins d'un mois également. On pourrait multiplier malheureusement les exemples. Regardez les réactions politiques. C'est nuancé, ça donne lieu à un combat. Oui mais non, oui mais pourquoi, oui mais peut-être. Ok. Regardez quand des syndicats, la CGT, je crois si je dis pas de bêtises, au moment de la réforme des retraites, a menacé de couper l'électricité des permanences des députés, de certaines permanences de certains députés. On est d'accord qu'on n'est pas sur un coup de cutter à la gorge ou un coup de couteau près du cœur. Hein. Mais vous avez vu les réactions médiatiques à ce moment-là ? Quand on nous a expliqué que c'était quasiment la révolution, on s'en prenait aux élus, aux machins, aux bidules. Mais un élu, c'est un citoyen comme les autres. Et là, c'est intéressant. Mettez ces 2 situations à plat. Mettez ces 2 situations à plat. Demain, si un élu prend un coup de couteau, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on va avoir des débats le soir à la télé en disant « Ouais, mais bon, peut-être qu'il s'est moqué des cheveux longs, mais vous comprenez, nous, l'extrême droite, c'est comme ça, mais l'extrême gauche, c'est comme ça. » Pas du tout. Ils vont défendre leur caste. Et on aura des réactions, mais surmultipliées. Ce sera fois 1000. Là, tu as un pauvre jeune d'un coin de France dont tout le monde se branle qui est mort. Nos médias ont davantage chialé quand on a menacé de couper l'électricité d'une permanence d'élus. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est même pas sa baraque à lui. Hein. Permanence d'élus, théoriquement, le gars, il est de toute façon à l'Assemblée nationale. Il y est peu dans cet endroit. Donc, juste pour vous dire que médiatiquement, on voit bien qu'il y a une différence. Et regardez ça, les amis. Gardons nos désaccords politiques, mais regardons ça, parce que on est en train de se faire enrhumer, mais dans les grandes largeurs. Et parce que le climat de violence va naturellement s'installer, il n'y a pas d'autre choix si ça continue comme ça. Un jour, des élus seront menacés, mais pas des élus des maires, tu vois. Les maires, par exemple, les pauvres maires à qui on envoie tout notre soutien, eux sont menacés sur le terrain. Alors, on a des médias qui, effectivement, font de plus en plus leur boulot en disant la violence contre les élus. Mais ce sont les élus de terrain. Les sénateurs, les députés, c'est très peu. C'est très peu. Et d'ailleurs, on a même une violence qui est choisie. Petite parenthèse, c'est le cas de notre ami Carlos Martins Bilongo, quand il a pris un coup de mortier sur la tête, qu'il était allé à Nanterre pour faire de la récupération politique de la vraie à la suite de la mort de Naël. On n'a pas un député LFI qui a moufté, hein, en venant dire « Oh, c'est du racisme, il a pris un coup de mortier, ils l'ont tapé parce que c'est un député, on a touché un représentant de la République ». Là, il y avait bubule. On n'a entendu personne, même dans son propre camp. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, nos représentants politiques, en tout cas au niveau député et sénatorial, on réussissent à être lâches, même entre eux. Donc, c'est dire le niveau où on en est, si vous voulez. Et c'est très intéressant. Donc, voilà le petit coup de gueule que je voulais faire avec vous, les copains, sur cette petite chose. Anarchy 08, hein, pour continuer la séquence, alors, je ne me rappelle pas honnêtement, Anarchy 08 qui dit « Rémi, est-ce que tu te souviens du tapage médiatique quand Coquerel a été victime d'un attentat terroriste d'extrême droite qui consistait en un lancer de tarte à la crème ?» Alors honnêtement, je m'en rappelle pas de cette affaire-là, mais je te fais confiance, je vais chercher dans les archives pour retrouver ça. Mais oui, ça m'étonne que peu, malheureusement. Merci à Unabsolute, Red Bull qui vient de Subprime, 11e mois. Ça c'est gentil en plus, c'est gentil. C'est mignon, c'est mignon. Donc voilà un petit peu les amis, ce que je voulais vous dire sur ça, ce petit coup de gueule un poil long. On continue, là encore, avec peu de transition, vraiment, vraiment peu. Enfin, peu de transition, oui et non, vous allez comprendre. Parce qu'on va parler wokisme. Voilà. Alors, il faut que je retrouve, parce que je l'ai lu il y a 2 jours, le bordel. Donc, je voulais vous parler de cette affaire-là. Et c'est un interview de Paul B. Preciado. Alors, Paul B. Preciado, c'est l'un des papes du wokisme. Ah, franchement... vraiment, il est tout en haut. Il est tout en haut de ce qu'on peut bricoler. Hein. Et il nous dit déjà, bon, être trans, ce n'est pas une mode, c'est un geste politique fort. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui nous explique un petit peu, on est au cœur du wokisme, vraiment au cœur du réacteur. Et l'interview est très intéressante. Pour ceux qui chercheraient à comprendre les dynamiques du wokisme, en tout cas ceux
qui sont vraiment au cœur du bazar, qui l'ont peut-être pas inventé, mais pas loin, parce que Paul B. Preciado, je vous le dis, on est tout en haut de la pyramide. C'est vraiment, il fait partie de ceux qui médiatisent le plus ce courant woke, qui sont vraiment qui fait partie des figures en fait du bazar, hein, soyons clairs. Mm. Euh, donc, si tu veux, il nous explique, donc c'est sur la base euh, d'un documentaire, ouais, Orlando, ça s'appelle. Dans Orlando, ma biographie politique, voilà, diffusé mercredi sur Arte. Le philosophe queer, déjà c'est possible, mêle la vie du personnage de Virginia Woolf à celle de 26 personnages transgenres et non binaires. Et donc le journaliste lui dit la question, pourquoi le binarisme sexuel est-il défendu avec tant de force ? Binarisme sexuel, pour ceux qui ne suivent pas, c'est homme-femme. La tuile. Et Polo, il va nous expliquer Polo. Polo, il nous dit, on est au cœur du réacteur. C'est un peu un cours de wokisme qu'on prend et c'est très intéressant. Polo, il nous dit, pour un défenseur du récit patriarcal, colonial et naturaliste, admettre la possibilité de changer de genre ou de vivre en dehors du binarisme est terrifiant, car cela conduit à admettre que le genre est construit. Les forces conservatrices, notamment l'extrême droite, voilà, font un travail de sape incroyable en créant des nouveaux objets de stigmatisation, de discrimination et de surveillance politique. Nous assistons à l'invention du transsexuel et du migrant comme figure de la haine, comme cela a déjà été le cas avec le juif, le rom ou l'arabe. Voilà encore un exercice de politique fiction où les migrants et les trans sont les nouveaux responsables de la crise économique ou de la crise de la famille hétérosexuelle normative. Voilà. Alors, il faut s'arrêter un petit peu sur ça. Parce que j'ai pas compris. En fait, je vous en parle, mais c'est pas tant pour vous informer que pour m'éclairer, parce que j'ai pas compris. Alors, dites-moi sincèrement si j'abuse, hein, mais vous avez quelqu'un qui vous dit le problème, le conservatisme, extrême droite et tout ça, c'est qu'ils font des grandes cases pour stigmatiser les gens. Tu vois, il dit des objets de stigmatisation. Donc c'est pas bien les cases. Faut pas enfermer les gens. T'as une barbe, t'es un homme. Non, je suis chanteur à l'Eurovision. Ah, dommage. Non, faut pas faire ça. Par contre, qui fait ça ? L'extrême droite. Ou encore, tu vois, il cite également la famille hétérosexuelle normative. Mais du coup, c'est une case. L'extrême droite. Parce que moi, je veux bien qu'on dise il n'y a pas de case. Parce que la case, c'est une construction de la société pour enfermer les gens et les discriminer. Mais quand tu parles d'extrême droite ou de famille normative, c'est une case. Donc tu discrimines. Étymologiquement, tu choisis. Et discriminer, c'est choisir. On dira ce qu'on veut, mais c'est choisir. Donc j'ai pas compris. Donc en fait, apparemment, il y a des bonnes et des mauvaises cases. Et donc c'est le premier enseignement que ça nous donne. Il faut être très prudent. Moi, je ne savais pas. Je pensais que ça avait un petit peu plus de sens que ça, mais non. Apparemment, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Et il y a un autre point, il faut que je vous le retrouve. Bougez pas. Nanana. Voilà, alors, on touche à un moment donné, voilà, parce que tu sais, il y a des gens, ils disent, ouais, le problème, le courant woke, tu as aussi l'aspect lié aux enfants. Eh oui. Et là, vous savez que je suis un petit peu taquin là-dessus, parce que la libération sexuelle de mai 68, d'accord, mais quand aujourd'hui tu commences à expliquer qu'à 12 ans, un enfant peut décider de changer de sexe, si on part du principe qu'il a conscience qu'il n'est pas dans le bon sexe, donc il a un rapport à sa sexualité qui est clair et suffisamment éclairé pour en changer, dans ce cas-là, pourquoi pas coucher avec des adultes ? Excusez-moi de dire les choses un petit peu crûment, mais si vous êtes assez éclairé pour vouloir changer de sexe, c'est que vous pouvez accepter de coucher avec des personnes de votre choix, tu vois, de votre âge ou adultes. Donc, est-ce qu'on n'a pas quand même une passerelle assez dangereuse vers la pédocriminalité ? Et donc, le journaliste ne lui pose pas cette question, on est chez Libération, faut pas déconner. Mais bon, quand même, il dit comment aborder les questions de transidentité avec les enfants ? Alors déjà, je me suis dit, merde, peut-être que les enfants, ils ont autre chose à foutre. Tu vas jouer au Playmobil, tu vas jouer à Barbie. T'es peut-être pas là tout de suite pour savoir qu'est-ce qu'il faut se ranger dans l'arrière-train, tu vois. Et il répond, Polo. Polo, il a dit, contrairement au discours conservateur qui considère que le genre est naturel, il faut se souvenir qu'il se construit à travers un ensemble de techniques sociales et politiques. L'assignation à la naissance est un diagnostic clinique qui est ensuite inscrit dans les documents d'identité comme dans la pratique sociale par le prénom. Or, ce n'est pas du tout une évidence, vu que certains nouveau-nés présentent des difficultés à être classés comme garçons ou filles.
En l'occurrence, effectivement, les hermaphrodites. Mais ça représente statistiquement combien de personnes, tu vois. C'est peut-être pas 40% non plus, quoi. Et il dit le prénom comme technique linguistique d'inscription de genre est déterminant. Quand je rencontre des enfants trans et leurs familles, c'est du refus de l'institution d'accepter le nouveau prénom et avec lui le nouveau genre que vient la souffrance la plus importante. C'est pourquoi il est pour moi capital que l'enfant puisse décider du genre de son prénom. Là, j'ai pas compris non plus. Je sais plus quoi vous dire, honnêtement. Là, honnêtement, là, ça devient délicat. Franchement, ça devient délicat. Je sais pas. D'ailleurs, ça va encore plus loin. Tu vois, la question d'après, pour vous dire, c'est que même les féministes aujourd'hui, elles sont réactionnaires. Et ça, je l'ai appris. C'est le 3e point que je voulais évoquer avec vous sur cette interview. Moi, je savais pas que les féministes étaient réactionnaires. Si. Non, mais ça va en surprendre plus d'un. Hein. Mais même être féministe aujourd'hui, c'est quasiment l'extrême droite. Parce que le wokisme va très vite. Si tu veux, dans un peloton de vélo, pour ceux qui suivent, le wokisme, c'est Jonas Vingegaard, donc ça va très très vite. Le féminisme, c'est Gérard Larcher. Enfin, le féminisme et tout le reste, en fait. Parce que si t'arrives pas à suivre le wokisme, t'es largué. Hein. T'es franchement voiture balai. Hein. Parce que tu vois, le journaliste dit quid de la prescription d'hormones ou de bloqueurs de puberté pour les jeunes. Ça aussi, c'est une chose qu'on reproche au wokisme. Les jeunes qui veulent changer de sexe, on peut donner ce genre de choses, des bloqueurs de puberté, qui par exemple sur le plan hormonal vont avoir des impacts très importants sur la libido. Ça bloque aussi un petit peu la libido et aujourd'hui, scientifiquement, on sait que les gens qui ont recours à ce genre de traitement vont avoir une libido qui va se développer différemment. Et il répond, Polo, il répond. Et il nous dit « Aucun adolescent trans ne prend des hormones avant la puberté, c'est-à-dire avant l'âge auquel les filles sont autorisées à prendre la pilule contraceptive. Il n'y a aujourd'hui aucune discussion sur la pilule pour les adolescentes, bien que les conservateurs se soient déchirés sur le sujet pendant des années. Pourquoi les hormones pour les personnes trans posent-elles problème alors que celles pour les personnes cisgenres semblent inoffensives ? Pour moi, la vraie question est, à partir de quel âge considère-t-on qu'un enfant ou un adolescent est un sujet politique ? Si l'enfant sait que son genre n'est pas masculin ou féminin, pourquoi attendre ses 18 ans pour le libérer de la violence normative qui s'impose à lui ? Bon, je me sens pas giga bien. Je vais pas vous mentir, je me sens pas très bien. Parce que, sans mauvaise blague et sans forcer le truc, la dernière phrase, c'est une normalisation de la pédophilie. On va pas passer par mille chemins. C'est souvent une attaque qu'on peut faire à tort ou à raison au courant woke, en tout cas à certaines personnes du courant woke qui militent pour ça, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il n'y a pas que des problèmes dans ça, il y a de vraies réflexions à prendre, évidemment. Mais quand quelqu'un vous dit « si l'enfant sait que son genre n'est pas masculin ou féminin, pourquoi attendre ses 18 ans pour le libérer de la violence normative qui s'impose à lui ?» Qu'est-ce que ça veut dire, quoi ? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? C'est quoi une violence normative ? Parce que c'est effectivement la société qui a instauré cette notion de majorité sexuelle, par exemple. Si à 9 ans, l'enfant dit je ne veux plus subir cette violence normative, donc la normativité de la majorité sexuelle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a de vraies réflexions là-dessus et j'aimerais vraiment avoir un débat un jour avec des représentants, en tout cas, ou en tout cas même des penseurs de la cause woke qui pourraient nous aider à réfléchir sur ces questions-là, à avancer, parce que moi je vous avoue que ça m'angoisse un petit peu. Je ne vais pas vous mentir, ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà un petit peu les copains, ce qu'on pouvait se dire par rapport à ça. Cette interview, c'était dans Libération du 4 décembre 2023. C'était avant-hier, en fait, techniquement. Avant-hier. Donc voilà un petit peu, les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce programme-là, de grandes actualités. Demain, je peux déjà vous dire qu'on va parler... Quoique non, c'est un petit peu passé. Je sais pas. On va parler, ça c'est sûr. Mais je ne sais pas de quoi. Voilà. Hein, c'est la surprise, c'est le JT, c'est juste mieux, c'est le plaisir. C'est le plaisir. Voilà, les amis. Alors, il y a plus de saison qui dit « Salut camarade, j'espère que tu vas bien », qui dit « Pourquoi réfléchir là-dessus ? Ça leur donne de l'importance. » Alors, pour conclure là-dessus, retrouver une petite ligne juste milieu, sur le courant woke, qu'on soit bien d'accord, c'est un courant englobant.
je pense sincèrement qu'il y a de vraies réflexions à apporter. Il y a des gens qui vivent ces questions-là en leur intimité, qui viennent pas les étaler sur les plateaux TV, mais qui vivent ça, qui effectivement se posent beaucoup de questions sur leur genre, sur l'évolution, sur sont-ils nés dans le bon corps. Il ne faut pas l'exclure. Au contraire, je crois qu'il faut accepter ces réflexions-là, accepter ces gens-là, bien sûr, et faciliter la possibilité de traiter ces réflexions à travers le corps médical, bien sûr, et d'augmenter l'accès, par exemple, à la psychologie, d'augmenter l'accès aux traitements nécessaires pour ceux qui souhaitent le faire dans des âges raisonnables et légaux. Mais, et c'est sur ça que je veux discuter avec des gens ceux qui portent ces réflexions-là. Après, on a, comme dans tout mouvement, des extrémistes. Et c'est pas parce qu'il y a des extrémistes que le mouvement est nul en soi. Sinon, on pourrait dire ça de beaucoup de courants idéologiques. Donc, franchement, j'aimerais beaucoup discuter voilà, avec des gens pas nécessairement extrémistes sur ces questions-là. Enfin, en gros, pas quelqu'un qui va me dire à 9 ans, on peut choisir avec qui on couche, quoi. En fait, pour être très clair. Et je crois pas que ce soit le gros de la troupe. Je pense qu'il y a des gens avec qui je serais pas du tout d'accord sur le wokisme, mais avec qui je suis tout à fait prêt à discuter parce qu'ils ne me diront pas ça. Donc voilà un petit peu, les amis, sur cette réflexion-là. On va s'arrêter sur ça, les copains. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Rendez-vous à 18h, dans une poignée de minutes. Voilà, une bonne poignée de minutes. 18h pour la farce tranquille, un épisode musclé où on va démasquer l'extrême droite. Voilà. Et là, ceux qui pensaient que j'étais pro-Le Pen vont en avoir pour leur argent. Voilà, les amis. Je vous embrasse. Merci d'avoir été là. On se retrouve en pleine forme. Demain, on finit en forme. En plus, avec David Bandira qui vient de subprime, 5e mois, et BuzzMe, 4e mois. Merci beaucoup, les copains. À demain en grande forme, 16h30. 16h30, je pense que ce sera ça. Vous aurez les publications sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse, les amis. Passez une excellente soirée. À tout à l'heure dans la farce tranquille. Vive la rigolade et vive la France.